Cette technique, dite à la pointe droite, fut parfois la seule utilisée par certains peintres anciens. Zhu Da, l'ami et le maître de Shotao, l'emploie de préférence. En maniant le pinceau sur le côté, méthode dite à la pointe en biais, le peintre obtient des effets plus spectaculaires. Cette technique, très en vogue à l'époque Yuan, puis sous les Ming, a été critiquée par les puristes. Shotao, esprit libre, préconise l'emploi des deux manières. Il a été dit que l'homme parfait est sans règles. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles, mais que sa règle est celle de l'absence de règles, ce qui constitue la règle suprême. Le rocher est un élément très important. Il a dans la peinture chinoise un statut comparable à celui du corps humain dans la peinture occidentale. Les rides sont les traits qui dessinent les reliefs des montagnes, les accidents du terrain, les volumes ou les strates géologiques des rochers. Shotao souligne aussi les reliefs au lavis et utilise la pointe du pinceau pour créer taches et points qui évoquent les mousses et les végétations d'altitude. L'encre diluée et fluide est préférée. Utiliser de l'encre épaisse serait une solution de facilité, car cela permet d'effacer des erreurs ou des carences. D'ailleurs, l'énergie spirituelle d'une peinture n'est pas montrée par la vigueur de l'encre, mais bien, selon la tradition, par des moyens ternes. Ainsi, la grande peinture refuse souvent les couleurs et recherche la pâleur insipide, c'est-à-dire la sobriété, le dépouillement. Et la virtuosité du peintre doit être parfois contrebalancée par une maladresse tempérée qu'apprécieront les esthètes. La composition apparaît comme fort charpentée. Très pleine, elle est découpée en plans distincts, d'abord horizontaux. Montagne du haut, la plus lointaine. Rochers et montagnes plus proches. Plateau boisé. Puis la cascade sépare la falaise de gauche du rocher de droite, donnant naissance au plan d'eau qui va en s'évasant. Enfin, l'îlot occupe une partie du premier plan. Les diverses zones sont en outre redécoupées et séparées par les surfaces blanches qui courent à travers la composition. Partout, le peintre a créé des oppositions de formes et de lignes. Montagnes rondes, pics déchiquetés. Arbres élancés, arbres tordus, arbres dressés vers le ciel, arbres aux branches retombantes, verticales des rochers, horizontales des reflets dans l'eau. La cabane nichée au creux du rocher, seule construction humaine, est aussi l'unique structure aux traits droits, table, mur, marche. Malgré l'usage de la seule encre, le tableau montre une gamme d'au moins 8 nuances, du noir profond au blanc pur. Le travail au pinceau sur un même motif voit peu à peu s'épuiser l'encre. Le peintre obtient ainsi des nuances plus pâles qui suggèrent la profondeur, un éloignement des objets. Branche du pin central, avec étagement des touffes d'aiguilles. Ou encore sapin du plateau, dont la taille diminue en même temps que la densité.
Les bancs de brume ou de nuages imposent eux aussi l'idée de profondeur. L'un marque la séparation entre les deux montagnes, l'autre souligne l'étendue de la forêt sur le plateau. Sans eux, le paysage serait plat. Ce blanc est l'élément le plus important du tableau. C'est le blanc pur du papier que le peintre garde en réserve. Il n'a pas seulement une fonction plastique, il est une expression du vide, principe fondamental de la pensée chinoise. La peinture est légendée par Shutao au pied du mont Jinting. Mais le mont, pourtant célébré jadis par le grand poète Li Bai, n'est qu'une petite suite de collines rondes, juste à la sortie de la ville de Zhuangshang où réside Shutao. Le peintre emprunte en fait tous ces éléments au mont Ruang, situé à quelques jours de marche de là. Shutao a partagé son paysage composite en trois, comme pour marquer la séparation entre des mondes bien distincts. D'abord l'espace humain, la cabane et sa clairière en bordure de rivière. Puis sur le plateau, la forêt lointaine traversée par le torrent. Enfin, encore plus inaccessible, la montagne, lieu de rencontre entre la terre et le ciel, emblème d'élévation spirituelle. Mais cette séparation en trois mondes n'est pas stricte. Certes, le blanc des eaux de la cascade semble provenir du blanc des nuages, évoquant l'un des cycles de la nature. Mais pour le peintre taoïste, le cycle fonctionne dans les deux sens. Le vide casse l'opposition trop rigide entre la montagne et l'eau. Il est un intermédiaire actif. La montagne peut se fondre en vagues d'eau et l'eau s'ériger en plis de montagne. Cette peinture peut donc être lue, elle aussi, comme une variation sur le nom de Shutao, vague pétrifiée. Les nuées blanches sont les éléments yin, femelles de la composition. Elles pénètrent profondément entre le gros rocher et la montagne, élément yang, mâle, dressé au-dessus du paysage. Le principe yin préside aussi à la destinée de la forêt, de la cascade, du ravin, des cavernes de la montagne. La forêt dense et brumeuse attire le regard vers la fente qui s'ouvre en son centre et qui laisse couler le torrent. Tout le paysage est ainsi sexualisé, mais rien n'est tout à fait tranché. Ainsi la montagne yang est criblée d'un réseau de stries et de sillons yin. Ce paysage est aussi personnalisé. Le sommet le plus proche est presque humain. C'est une tête rude, couronnée d'arbres cheveux et flanquée d'une sorte d'oreille. Shutao peint souvent ces formes étranges de la nature qui reproduisent des êtres ou des objets familiers. On raconte que le peintre Mifu, alors qu'il séjournait à Wuwei, découvrit un rocher géant d'une extravagante laideur. Ravi, il se revêtit de son costume de cérémonie, il se prosterna devant le rocher en l'appelant « cher frère aîné ». Shutao décrit avec précision plusieurs espèces végétales. Le bambou, qu'il a peint très souvent, est comme sa plante fétiche. C'est l'être vivant le plus paradoxal. À la fois fragile et robuste, vide et plein, souple et raide. La tige et les feuilles sont comme une invitation au premier trait de pinceau. Et puis le manche du pinceau, léger et dansant, n'est-il pas lui-même une tige de bambou? Outre le bambou, il y a les arbres dont la ramure reste toujours verte, comme le pin, et ceux qui ont perdu leurs feuilles, comme le prunus.
Bambou, pin, prunus sont les trois amis de l'hiver. Symboles de longue vie, ils annoncent la saison suivante, celle du renouveau. Troncs et ramures des arbres forment un volume dense. Au milieu de ce plein, le vide circulaire de la clairière, un espace propice à la méditation. Et justement, un homme, assis devant la cabane, médite. Le personnage est minuscule. Il emprunte les traits de pinceau les plus fins. Lors d'une première lecture du tableau, on ne l'aperçoit qu'à peine. Il n'est qu'une infime parcelle de ce paysage. Il s'est sans doute d'abord tourné vers les montagnes, puis il a baissé la tête. C'est peut-être le peintre lui-même qui, après avoir longuement regardé la nature, se recueille, se délectant de la transformation des éléments les uns dans les autres, du retour cyclique des saisons, de la pénétration du vide dans le plein, et recrée ainsi par la pensée tout l'univers. Il y a 50 ans, je n'étais pas encore venu à l'existence avec les monts et les fleuves. Non pas qu'ils eussent été valeurs négligeables, mais je les laissais seulement exister par eux-mêmes. Mais maintenant, les monts et les fleuves me chargent de parler pour eux. Ils sont nés en moi, et moi en eux. J'ai cherché sans trêve des cimes extraordinaires, j'en ai fait des croquis. Monts et fleuves se sont rencontrés avec mon esprit, et leur empreinte s'y est métamorphosée. Chétao rédigera à l'âge mûr les propos sur la peinture du moine Citrouille Amer, un traité au contenu plus philosophique que technique et dont l'influence sera considérable. Dans ses propos, Chétao base toutes ses théories sur une notion, l'unique trait de pinceau. À la fois élémentaire et multiple, il est comme la cellule vivante de la composition et le seul intermédiaire capable de traduire la vision spirituelle du peintre. Si loin que vous alliez, si haut que vous montiez, il vous faut commencer par un simple pas. Aussi, l'unique trait de pinceau embrasse-t-il tout, jusqu'au lointain le plus inaccessible, et sur 10 000 millions de coups de pinceau, il n'en est pas un dont le commencement et l'achèvement ne résident finalement dans cet unique trait de pinceau dont le contrôle n'appartient qu'à l'homme. Par le moyen de l'unique trait de pinceau, l'homme peut restituer en miniature une entité immense sans rien en perdre. Du moment que l'esprit s'en forme d'abord une vision claire, le pinceau ira jusqu'à la racine des choses.